Bien le bonjour et bienvenue sur ou dans sur une autre galaxie ou dans le podcast radio de Galaxy IA. Alors aujourd'hui, je dis toujours thématique passionnante, je suis désolée, mais quand on est avec quelqu'un qu'on interviewe qui est passionnant, la thématique devient passionnante. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Eric Bas. Bonjour Eric. Bonjour Niki, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de public speaking, de discours, de comment être impactant. Et bien entendu, eh bien, on va, puisque c'est quand même ce qui, je vais dire, regroupe et relie toutes ces interviews, on va parler d'intelligence artificielle, le rôle, son utilité, là où elle est bonne, là où elle est nettement moins bonne. Et je vous présente un livre alors c'est le dernier que tu as écrit, sachant qu'un autre sort, je pense, dans très peu de temps, à ton 13e, qui s'appelle L'orateur augmenté, écrire un discours avec ChatGPT. Euh, alors, c'était juste pour planter le décor je le prendrai pour deux ou trois exemples. Mais donc, Eric, toi, tu as plusieurs casquettes. Tu es écrivain, bien sûr, tu es conférencier, et tu donnes aussi des conseils sur comment écrire un discours impactant. Et ça tombe bien, c'est un petit peu le sujet du jour. Donc, bonjour, rebonjour. Est-ce que tu peux nous rappeler les différents éléments qui composent un discours? Parce que c'est vrai qu'en fait, avant d'aborder le comment être impactant, que dire, où se mettre, qui regarder, peu importe, il y a vraiment l'objet même du discours. Et en lisant ton livre, en fait, je me suis rendu compte que quand on n'est pas conférencier professionnel, moi-même je fais des conférences, il n'y a pas cette structure de quelles sont les différentes parties, combien de temps ça doit prendre, combien de mots, parce que là, c'est intéressant, quand tu dois l'écrire, ben, il doit y avoir une longueur qui doit être plus ou moins équilibrée et un rôle spécifique pour, je dirais, chaque étape, chaque phase. Est-ce que tu pourrais nous rappeler ça, ce que c'est? Oui, bien sûr. Alors, les éléments d'un discours, il y en a sur plusieurs plans, mais on va juste parler du plan peut-être dans le cadre du Ouais, déroulé d'un oui. discours, qui est composé d'une introduction, qu'on appelle aussi ouverture, j'utilise plutôt ce terme-là, ou encore exorde, ça c'est le terme utilisé en rhétorique classique par les professeurs de rhétorique. Et ensuite le corps du discours, donc sur lequel je reviendrai parce qu'il peut se découper différemment. Et finalement, la troisième partie, c'est la conclusion du discours, que j'appelle le final, qu'on appelle aussi en rhétorique classique la péroraison. Et donc, on a ces trois grandes parties qui sont chacune subdivisées en d'autres parties, avec chacune une mission différente. Donc, l'ouverture et le final ont chacune quatre étapes assez standards. En revanche, le corps du discours, le plan va vraiment changer en fonction de ce qu'on a à dire, en fonction du sujet. On peut avoir un plan chronologique, un plan thématique, on peut avoir un plan plus argumentatif. Enfin, tout dépend du contexte. Si c'est une plaidoirie, par exemple, c'est pas tout à fait la même chose qu'un discours de vente, par exemple. Voilà donc les parties grossièrement brossées. Est-ce que tu veux que je rentre dans le détail de chaque partie? Oui, peut-être. Alors, peut-être dire, par exemple, donc prenons l'exemple de, voilà, je suis conférencière et je viens vanter les bienfaits de l'optimisme et comment le cultiver en entreprise. Oui. Alors, première précision, on évite de faire écrire à ChatGPT un discours entier. Il ne fait pas ça très bien, il faut l'aborder petit bout par petit bout. On peut voir un exemple de ce qu'il faut faire sur YouTube. Le maire de Chartres, l'année dernière, à l'occasion des commémorations du 8 mai, a fait l'expérience, il a avoué, hein, bien sûr, ce n'était pas caché, de faire écrire son discours par ChatGPT. Et il prononce le discours tel qu'il a été écrit. Et lui-même reconnaît que c'est pas terrible, il faut bien le dire. Donc, c'est pas du tout comme ça qu'il faut procéder. Il faut travailler avec ChatGPT et non pas lui faire écrire le discours. Et le faire travailler avec, c'est y aller étape par étape. Par exemple, on peut commencer par lui demander un plan. On lui donne le contexte, bien sûr, on lui dit voilà, j'ai un discours à faire à telle occasion, avec tel auditoire. Le discours durera à peu près tant de temps. Et on lui demande un plan, ou bien même, le mieux, c'est de demander plusieurs propositions. Voilà, propose-moi trois plans différents. Et ensuite, alors ça ne veut pas dire qu'on va forcément utiliser le plan tel qu'il est, hein. Très souvent, moi, je n'utilise pas exactement ce qu'il me donne, mais ça permet, si on a déjà fait son plan avant, de vérifier qu'on a bien tout balayé, qu'on n'a rien oublié. Et éventuellement, on pourra avoir une idée supplémentaire. Alors, quand on a le plan, après, c'est bien aussi travailler avec ChatGPT sur des points bien spécifiques, là où il est très fort, c'est sur
pour illustrer les arguments. Donc déjà, on peut lui demander des arguments éventuellement. Si on n'en a pas trouvé assez, on lui demande, propose-moi 10 arguments en faveur de cette thèse-là, par exemple, et puis on va en sortir les 3 ou les 5 meilleurs, parce qu'il ne faut pas non plus trop d'arguments dans un discours. En général, c'est entre 3 et 5 points seulement. 3 5 points qu'on va développer. Pour chaque point, on lui demande plusieurs arguments. Et là où il est très fort aussi, c'est sur l'illustration des arguments. On peut lui demander une analogie. Voilà. Je propose ça, voici ma proposition, propose-moi une analogie. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut tenir compte de l'auditoire, parce qu'on peut faire le même discours devant des auditeurs différents, faire un discours devant des experts comptables, par exemple, et puis la semaine après, le même discours, parce que c'est un sujet qui intéresse tout le monde, devant des cuisiniers. Eh bien, si on veut toucher les gens, il est important de leur parler avec des exemples de leur vie professionnelle, des exemples qui les touchent, qui les parlent, qui les impliquent vraiment. Et donc, ChatGPT peut parfaitement faire ça. On lui dit, ben, cet argument-là, donne-moi une analogie avec le champ sémantique des cuisines, le champ sémantique des experts comptables. Là, on a des résultats très intéressants. Sur le plan des analogies, sur le plan de l'allégorie, des métaphores, il fait vraiment un travail remarquable à ce niveau-là. C'est vraiment ce que tu montres dans ton livre, c'est vraiment passionnant parce que c'est étape par étape. Tu montres en fait la puissance de ChatGPT et dans ce que tu disais par exemple pour les arguments, pour aller chercher des infos, même qui soient historiques, lui poser des questions. Enfin, c'est vraiment à la fois pour brainstormer, à la fois quand toi tu as déjà travaillé même ton sujet, dire ok, viens un petit peu avec des arguments, voir si tu as tout couvert, si tu as oublié une partie, si tu peux aller plus loin. Donc c'est vraiment comme un support, mais et c'est ce que tu dis en même temps dans ton livre, et c'est ce qu'on voit même pour les identités d'entreprise. Enfin, il faut que le message soit clair, que l'audience soit claire. Enfin, donc dans le briefing que tu donnes à la ChatGPT, il y a déjà toute une série de points où tu dois être au clair par rapport à le message que tu souhaites faire passer, le public que tu touches, et tu as vraiment des parties comme ça où ChatGPT peut t'aider à affiner, comme il peut aider à affiner une vision ou une mission d'entreprise, la dire différemment, changer la forme ou la formule, mais au final, il ne remplace pas la base et le principal, en fait. Et Non, il c'est ne là remplace pas. où je trouve que ton livre est vraiment, en tout cas ton travail est vraiment hyper bien construit, parce que ça montre la puissance et les limites. Oui, exactement. C'est l'orateur qui doit rester maître de son discours. C'est lui qui fixe la direction. Et donc, effectivement, il doit être très clair sur la connaissance de l'auditoire, sur le message qu'il peut faire passer, sur son intention, sur l'angle qu'il a choisi. Ouais. Et ChatGPT sera là pour l'aider. En fait, avoir des assistants, ça s'est toujours fait, parce que beaucoup de gens qui décrivent ChatGPT en disant que c'est un peu triché. Mais en fait, ça s'est toujours fait. Et je prends souvent l'exemple de Hyacinthe Rigaud. Hyacinthe Rigaud, c'est, bon, vous connaissez peut-être pas le nom, mais vous connaissez au moins un tableau qu'il a fait. C'est le tableau de Louis XIV qui est debout en tenue d'apparat. Mm. C'est Hyacinthe Rigaud qui l'a peint. Et Hyacinthe Rigaud était comme d'autres peintres, il avait une équipe avec lui. Il ne peignait pas tout seul. Dans son atelier, il y avait 30 peintres. Et pas que des apprentis, il y avait vraiment des peintres de grande renommée à l'époque, des gens qui peignaient mieux que lui sur certains aspects. Donc il avait euh, deux dessinateurs, il avait un peintre spécialisé sur les cuirasses, un peintre pour les scènes de bataille, un peintre pour les paysages, un peintre pour les animaux, un peintre pour les textures. Enfin, vraiment une équipe incroyable. Son métier à lui, Yacine Trigo, c'était déjà d'aller récolter les commandes, c'était un chef d'entreprise, et d'assurer la composition du tableau en plaçant les éléments, en décidant de la lumière, en vraiment toute la disposition. Et ensuite, avec ses directives, il disait à ses assistants de commencer le travail. Et après, il venait inspecter, finir, demander à quelqu'un de faire le vernis. Mais c'est lui qui restait maître de l'œuvre et c'est lui qui signait. Avec ChatGPT, on doit faire la même chose en fait. On doit signer le discours, mais on peut faire travailler ChatGPT sur différents éléments. Donc, au lieu d'avoir 30 assistants comme Yacine Trigo, on en a qu'un qui est très performant. C'est comme Ford aussi, hein. À l'époque, il y avait, pourquoi est-ce que je dois tout savoir? Je m'entoure en fait d'experts qui sont justement experts dans leur domaine. A priori, d'un point de vue politique, c'est ça aussi. C'est que tu as plein de chefs de cabinet qui sont responsables de différentes choses, et puis tu as la personne qui coordonne, qui représente, qui signe, quoi, l'élu. Donc, enfin, l'élu. Puis je viens de nous, tu vois, de faire un vol dans Matrix, là. Tu me laisses 2 secondes, c'est soit Marvel, soit Harry Potter, soit Matrix, c'est toujours pareil. La fin est toujours pareille. Euh, donc, ce qui est aussi intéressant, je trouve, c'est cette partie de
où le but finalement d'un discours, tu le dis, c'est l'émotion, c'est les expériences, c'est de faire passer des choses qui marquent. Et là, finalement, c'est pas forcément là où il faut attendre ChatGPT. Donc, ChatGPT, effectivement, sur les émotions, il est pas superbe, et tant mieux, c'est bien qu'il nous reste aussi quelque chose à faire. Mhm. L'humour non plus, c'est pas son truc. Bon, on a parfois des belles surprises, hein, en termes d'humour, mais d'une manière générale, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il sorte des bonnes vannes. Et tout ce qui est émotion, c'est à l'orateur à le mettre en place. On peut demander l'aide à ChatGPT, et dans ce cas-là, lui faire adopter un style. Lui dire, voilà, pour ce passage-là, où je vais raconter une histoire, euh, raconte l'histoire à la manière de Victor Hugo ou à la manière de Charles Dickens, par exemple. Et là, on obtiendra un résultat qu'il faudra encore améliorer, mais ça donnera déjà des bonnes pistes. Ouais, mais c'est dingue, ça veut dire que vraiment, tu peux maintenant prendre un texte ou travailler un texte, co-travailler avec ChatGPT juste sur une idée et le faire écrire par Victor Hugo voilà, ou les personnes que tu aimes. Enfin, j'en ai plein en tête, mais j'en ai des vivants. Je me dis que je ne vais pas prendre l'exemple voilà, de gens vivants, des fois que ça donne des idées à certaines personnes. Mais c'est comme, j'étais aussi en interview hier et on discutait sur le fait justement de composer des chansons, enfin de composer, non, d'écrire ou de coécrire et de prendre la voix de n'importe qui et pouvoir la Oui, mettre sur cette chanson. oui. Donc, c'est juste dingue. C'est dingue de pouvoir se dire que tu peux absolument tout faire. Et ce qui est plus embêtant, c'est qu'on ne saura pas si c'est vrai ou pas. Alors, tu vas me dire dans un texte écrit, l'histoire à construire sur un nouveau texte de Victor Hugo a été découvert, etc., sera plus compliqué que enfin, pas pour une nouvelle chanson, mais j'entends par là, ce qui est écrit est parfois plus facile à enquêter, je dirais, que ce qui est créé. Parce que si la personne, on discutait justement d'hier, tu vois, des deadbots et de tous ces agents conversationnels sur les personnages, les personnes qui sont mortes, tu vois, et Oui. finalement de se dire que bah, si tu es fan de Johnny, bah, tu vas peut-être pouvoir lui faire chanter d'autres chansons, tu vois, comme j'aime Elvis, comme j'aime les Beatles. Voilà, a priori, bah, si je sais écrire, je pourrais peut-être recréer d'autres chansons, tu vois, de ma composition, que j'aurai le plaisir de les entendre chanter. C'est un truc de fou. Ah, bien sûr, oui, ce sera possible. Déjà, un être humain pouvait le faire seul. Je ne sais pas si vous connaissez Van Beveren, je crois que c'est son nom, Van Beveren, Van Beveren. Il y a un film qui lui était consacré qui s'appelle Le Dernier Vermeer. Van Beveren, c'était un faussaire en peinture qui a, qui a créé des vermeers, des faux vermeers, quelques bonnes dizaines, et qui n'ont pas été détectés. Les plus grands experts ont authentifié ces tableaux comme étant des vrais vermeers. En fait, il s'est fait pincer parce que à la fin de la guerre, on s'est aperçu que Göring avait récupéré ces vermeers et qu'il les avait vendus à Göring. Et donc, il a été accusé de haute trahison parce qu'il avait dilapidé le patrimoine national néerlandais et il a dû prouver qu'en fait, ils étaient faux. Donc, c'était déjà possible de faire ça. Marrant, c'est lui qui doit prouver son propre. Et C'est pas mal, avec c'est l'IA, pas vécu quand même. C'est drôle. Alors, je prends quand même, hein, parce on parlait justement d'humour, et donc, bon, après, je pourrais vous citer plein de passages, et c'est ce que tu me disais, tu t'es bien amusé à écrire ton livre, et franchement, je me suis vraiment bien amusée à le lire aussi, outre le fait que c'est vraiment ce que je te disais, une Bible, un guide à garder quand vous écrivez un discours, parce qu'il y a des idées de prompt, il y a ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, du coup, il y a plein de raccourcis. Et donc je disais justement à Eric que voilà, j'avais mis pas mal de petits bonhommes qui se marraient dans son livre avec plein de gribouillis. D'ailleurs, je me suis quand même excusée. Mais c'est la preuve voilà, qu'un livre t'a inspiré et que tu vas t'en servir. Et donc, tu lui posais la question, donne-moi 5 sujets de discours improbables. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il les a transcrits. Donc, Eric a retranscrit ces discussions avec ChatGPT, avec parfois des réponses ou parfois, genre, enfin, il lui invente des jeux, genre, tu dois finir tout ce que je dis par poil haut en fonction voilà, de la rime. Et donc, ChatGPT comprend pas tout de suite, voilà, le jeu. Pourtant, c'est quand même un jeu hautement intellectuel. Donc, tu as mis la barre quand même très haut. Enfin, je veux dire, il y avait des échecs, le jeu de Go et puis poil haut, quoi. Donc voilà, on peut comprendre. Donc, donne-moi 5 sujets de discours improbables, lui demandes-tu. Et ChatGPT répond les mérites comparés des différents types de nuages,
les méthodes de comptage de grains de sable sur une plage, l'importance du nombre de doigts des extraterrestres pour la communication intergalactique. Je l'aime beaucoup celle-là parce que franchement, j'y avais jamais pensé, pourtant je me pose beaucoup de questions. Les différences entre les rêves des humains et des chats et les différences entre les danses nuptiales des grenouilles et des sauterelles. Donc voilà, donc rien que ça, si vous n'avez pas d'idée de sujet pour votre prochaine conférence, voilà, en voilà déjà 5 à mon avis à travailler et ChatGPT vous en donnera sûrement plein d'autres. Donc merci pour ce bon moment passé à lire en tout cas de ton livre, c'était vraiment intéressant. Donc par rapport au sujet qui nous occupe, donc on le voit, l'objectif d'un discours, outre le fait de transmettre forcément un message, c'est qu'il soit impactant, qu'on s'en souvienne. Et donc de ce qui ressort de la discussion qu'on a ici, c'est qu'en fait pour faire passer le message en tant que tel, l'écrire, au niveau de la forme, de la créativité, des points clés, de termes chiffrés, voilà. Pour ça, ChatGPT est bon, mais tu as utilisé ChatGPT et un autre aussi, mais plus pour les punchlines, hein, je pense. Oui. Pour les punchlines, il est bon aussi, hein. Oui, franchement, quand on lui demande 10 propositions, il y en a souvent une qui Ouais, claque bien. Oui, on peut l'utiliser pour ça. Parce que quand on veut que son discours soit mémorable, c'est bien, ça peut être bien de glisser une ou deux punchlines dans son ouais, discours. Il faut déjà avoir une idée du message que veut faire passer la punchline, évidemment. Après, c'est ChatGPT qui va trouver la formule qui claque le mieux, qui est le mieux rythmée, qui va être courte. Là, on peut vraiment s'aider de ses capacités. mais justement, pour rendre du coup un discours finalement mémorable et que ça marque les esprits et les cœurs, il y a vraiment cet aspect, et c'est un peu là aussi où je veux en venir, tu t'en doutes, c'est vraiment cet aspect, qu'est-ce que l'IA dans un discours mémorable ne fait pas dans toi, dans ce que tu as vu, dans ce que tu connais, et quels sont les endroits où il ne faut pas attendre l'IA? Sur le fait de créer de l'émotion, c'est un peu juste. Bon, après, je dis ça aujourd'hui, peut-être que dans quelques semaines, ça aura changé, hein, ça va très très vite, hein, l'IA. Mais d'après les tests que j'ai faits, on ne peut pas attendre de lui de créer un discours vraiment émotionnel. Il va falloir que l'orateur s'y mette lui-même. Et c'est très important parce que un auditeur ne retient quasiment pas ce qui a été dit dans un discours. Ce qu'il va retenir, c'est l'expérience qu'il a vécue, les sensations qu'il a eues, l'émotion qu'il a eue. C'est surtout ça qu'il va retenir. Donc il faut à tout prix mettre de l'émotion dans son discours, d'une manière ou d'une autre. Il faut trouver le moyen de le faire pour que l'auditeur retienne le discours et aussi, si c'est ce qu'on veut, qu'il passe à l'action. Parce qu'on ne passe à l'action que d'après les émotions. Enfin, c'est vraiment ce qu'ont révélé les psychologues, et notamment Antonio Damasio. Je ne me souviens plus du nom de son livre, mais il révèle qu'en fait, on pense prendre des décisions de façon rationnelle, alors qu'en fait, on les prend sur le plan émotionnel et on les justifie après de manière rationnelle. Donc, il est très important, si l'on veut faire agir les gens, de pouvoir en appeler à l'émotion dans ses discours. Et ça, c'est pas une découverte moderne, c'est déjà Cicéron donnait ce conseil, Quintilien donnait ce conseil, vous pouvez relire les livres, c'est vraiment précisé qu'il faut en appeler à l'émotion et de plus en plus jusqu'à la conclusion où c'est là que vraiment doit exploser l'émotion puisque c'est juste avant l'appel à l'action. C'est ça, donc c'est vraiment, c'est ce qu'on en fait, c'est ce que c'est vraiment, c'est l'émotion, l'humour, ce que la personne a ressenti. Donc c'est aussi quelque part tout ce qui est verbal et non verbal, Hmm. le regard. Donc c'est voilà, je trouve intéressant à faire de revenir quand même sur ces points-là Oui, pour bien laisser finalement les outils euh, dans la sphère à laquelle ils appartiennent et où ils sont excellents et oui, pas mélanger toute une série de choses. C'est comme, voilà, enfin, t'as pas mal d'articles, on voit de plus en plus, maintenant c'est facile de créer. C'est pas la quantité, en fait, qui fait la différence. Ah oui, pour les algorithmes, dans une certaine mesure, c'est la quantité. Mais ce qui fait qu'à un moment donné, tu vas recommander, tu vas t'en souvenir, tu décides de suivre un influenceur, tu décides d'aller voir un conférencier ou d'aller voir, voilà, d'aller assister à un concert ou autre chose. Mais c'est tout un ensemble de choses, en fait. Et le fait de produire, la production en tant que telle, est juste un, pour moi en tout cas,
alors, c'est pas un infime aspect, parce qu'en même temps, si tu racontes n'importe quoi, tu peux le raconter même avec des blagues, avec un non-verbal extraordinaire et des émotions tout plein. Les gens vont se dire, ah ben voilà, c'était intéressant, je me suis bien amusée, j'ai bien rigolé, etc. Est-ce que pour autant je m'en souviens? Est-ce que ça m'a vraiment marqué et impacté? Pas sûr que mon message soit passé. Mais donc, il y a vraiment cet aspect, et je pense qu'en tant que conférencier, enfin, tu vois, on réfléchit aussi à quel métier disparaît, comment est-ce qu'il évolue, vers quoi est-ce qu'on va être remplacé. Ça, c'est un peu la thématique voilà, la peur de pas mal de gens, comme les chanteurs. Voilà, si demain, quelqu'un peut écrire une chanson avec ma voix dessus, donc, qu'est-ce que j'ai encore à apporter? Et donc, ce côté prestant, ce côté qui je suis, et ça passe par vraiment pour moi le message et la contribution. Et je pense que dans tes conseils justement d'écriture de discours, etc., bah, tu fais vraiment la part belle à l'humain dans son humanité, dans son message, avant même de commencer à écrire le discours. Clairement, la première chose que je demande à quelqu'un que j'accompagne dans l'écriture de son discours, c'est quel est ton message? Mm. Et j'ai suis surpris, parfois les gens n'y ont même pas pensé, ils vont faire un discours, mais ils n'ont pas de message, ou alors ils commencent à me faire des longues phrases. Je dis non, un message, c'est pas ça. Là, tu es en train de me pitcher ton discours. Un message, c'est une phrase courte. Voilà. Manger 5 fruits et légumes par jour, ça c'est un message. Voter pour moi, voter pour le pouvoir d'achat, ça c'est un message. Et si le message n'est pas bref et clair, en fait, il n'y a pas de discours. Et du coup, toi, en tant que écrivain, conférencier, mais j'ai envie de prendre les deux casquettes. Tiens, je m'accorde ce luxe-là, cette latitude-là. Tu as écrit 13 livres, ok? Oui, Si demain j'écris un livre sur manger 5 fruits et légumes euh, comme l'écrit Éric Bas. Et franchement, 5 fruits et légumes écrits comme ça, il y a moyen que vraiment les gens le fassent dans la vraie vie, tu vois. C'est vraiment faire passer oui. un message, tu vois. Et toi, en tant qu'écrivain, du coup, est-ce que tu as peur des IA? Tu vois, qu'est-ce que toi tu as ressenti en écrivant finalement ce livre-là sous tes deux casquettes, écrivain et conférencier? J'ai absolument pas peur de l'IA, je trouve que c'est un bon outil. Mhm. J'en ai pas peur parce que plein de gens ne sauront pas s'en servir, donc il n'y a aucune crainte à avoir. Et puis d'autres sauront s'en servir, et moi j'en fais partie. Je pense que je sais m'en servir en tout cas pour certains aspects, hein, pas pour tous. Donc non, ça me fait pas peur, c'est un bon outil. De même que la machine à écrire n'a jamais fait l'écrivain. Hein. Toute l'informatique qu'on a en musique, j'ai été musicien à un moment donné, maintenant il y a des choses très sophistiquées en musique, ça ne fera pas de n'importe qui un musicien en fait. Tu crois? Ah non, on ne vient Je pas le me dis lancer. parce que non, on a eu justement de la discussion hier avec, enfin, peu importe avec qui, c'était cette capacité justement de donner quelque part des ailes à des personnes qui n'ont peut-être pas la capacité de faire la musique, de faire de la musique, mais qui aiment écrire. Enfin, tu vois, de transformer tout le monde en artiste potentiel. Voilà, ça c'était l'une des discussions qu'on a eues justement Non. hier dans cette réflexion de comme tu as tous les outils facilement à disposition, ben, tu crées en fait facilement. Tu le vois avec les images. Si moi je devais créer en vrai, déjà en termes de créativité, avoir une idée de ce que tu crées comme image, toi tu le dis toi-même, tu sais que bon. Alors, Eric, tu dors très très peu, hein. Je ne parlerai pas voilà, de ton hygiène de vie, mais c'est juste hallucinant. Et je suis très admirative. Et donc, tu écris finalement aussi très, très rapidement tes livres. Et c'est passionnant parce que je dis, mais attends, mais tu comptes en écrire combien? Parce que tu en as écrit 13. Et tu m'as dit, mais écoute, j'ai au moins encore, je ne sais plus comment tu m'avais dit, 200 idées c'est pour telle thématique et 200 autres pour telle thématique. Donc, clairement, voilà, tu peux écrire tes 400 livres. Alors, tu savais déjà les écrire avec ton tempo relativement rapidement, là, avec l'intelligence artificielle. Voilà, ça va être, tu vois, c'est cette capacité de production décuplée, mais tout le monde va avoir cette capacité de production décuplée. Et toi, tu as déjà tout Oui, en main, mais les gens qui savent écrire ou bidouiller, etc., voilà, vont pouvoir s'armer quelque part de choses qu'ils ne savaient pas faire sans faire le conservateur pour autant.
Tu crois pas? Je ne sais pas, hein, je pose des Non, questions, moi. si à la base, ils n'ont pas les connaissances suffisantes, ça ne marchera pas. Ça va aider, par exemple, quelqu'un qui a l'esprit d'un musicien, voilà, il a l'harmonie, il a le sens du rythme, mais il ne sait pas jouer d'instrument. Oui, lui, il sera considéré comme un musicien, il fera des choses très belles. Mais si la personne n'a pas le sens de l'harmonie, n'a pas le sens du rythme, elle va produire des choses, mais elle n'aura même pas le recul pour savoir si c'est correct. Et pour ça, je vois des livres qui sont faits avec ChatGPT. Comme les gens ne savaient pas écrire, ils ne savent pas non plus être critiques sur ce que produit ChatGPT. Et Ouais. c'est vraiment mauvais. C'est Ouais. très, très mauvais. Ça, c'est passionnant, là, cette thématique-là. C'est alors, je ne sais pas que je ne sais pas. Tu vois? Cette capacité à je sais que je ne sais pas jusqu'à voilà. Et donc, c'est intéressant parce que c'est dire en fait, tu crois que c'est bon. Et c'est intéressant du coup de demander alors demander l'avis autour de soi finalement pour savoir si ce qu'on a fait est bon ou pas, parce qu'il y a des, si nous sommes juges de quelque chose que nous ne maîtrisons pas, c'est compliqué en fait, surtout avant d'engager des dépenses, parce que mine de rien, un livre, si on prend en auto-édition, parce que finalement, si on a un éditeur, ben, il y a au moins quelqu'un d'autre qui va le relire, Oui, mais si on le fait en auto-édition, ben, c'est nous, et on supporte aussi les frais de publication, etc. En tout cas, si vous voulez le faire, c'est quand même tout un cheminement. Donc, avant d'engager les frais, peut-être, faites relire. A priori, l'orthographe, si elle est faite par l'intelligence artificielle, sera bonne. Ça, c'est déjà une bonne chose, hein. oui. Mais voilà, moi, je reste persuadé qu'il faut quand même connaître les fondamentaux pour pouvoir se servir de l'IA correctement. Il n'y a qu'à regarder sur Amazon les couvertures. Voilà. Il y a maintenant de plus en plus de couvertures dont le visuel est créé par une IA, Midjourney ou Dolly. Eh ben, si la personne ne connaît pas les règles de conception d'une couverture, c'est foireux. Je veux dire, il y a des gens qui mettent 4 typos différentes. Non, dans les règles, on sait qu'il faut 2 typos différentes maximum, et éventuellement une troisième, Ouais. qui multiplient les couleurs, qui mettent des effets spéciaux sur la typo avec des ombres, c'est n'importe quoi. Non, elle ne maîtrise pas les règles. Donc, certes, le visuel, il est joli parce qu'il est fait par une IA, mais il est très mal intégré dans la couverture. Donc, ça ne marche pas. Ah ouais. Les IA ne nous dispensent pas de connaître les règles fondamentales. Ouais. Ah ouais. Donc enfin, moi, je trouve que c'est des discussions passionnantes parce qu'en fait, tu es capable de mettre dans la matière tout et n'importe quoi. Ah, oui, vous connaissez le proverbe anglais, hein, garbage in, garbage out. Si tu mets de la daube en entrée, tu auras de la daube en sortie. Voilà. Mais par contre, avec des vrais outils puissants qui te donnent cette impression de pouvoir tout faire, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, des outils de compétition, il y en a toujours eu. Mais avec cette facilité d'utilisation, euh, jamais. Non, mais si je reviens à la couverture, par exemple, j'ai fait beaucoup de mes couvertures avec l'IA, je connais quelques règles, mais j'ai décidé d'arrêter de les faire. Maintenant, je les confie à un professionnel qui n'utilise pas l'IA et parce qu'il est formé, il fait ça beaucoup mieux que moi. Oui, ben en fait, on est justement à cette étape-là où on se dit, mais est-ce qu'on délègue ou pas? À qui? Et c'est quoi la plus-value de l'humain? Et il n'y a rien à faire. Enfin, des graphistes, enfin, ce sont des métiers, quoi. Et c'est des choses qui ne s'improvisent pas. Et en fait, quand tu réfléchis, c'est comme traducteur. C'est pareil. Tu dis, bah oui, il y a plein de traducteurs en ligne. Ben, en fait, non. Oui, il y a des traducteurs en ligne, mais il y a des choses pour lesquelles tu as toujours besoin et tu auras toujours besoin de traducteurs. Et ça, je trouve que c'est vraiment passionnant. C'est où est-ce que l'être humain est irremplaçable? Et pour moi, ça, c'est une vraie réflexion, c'est une vraie quête, c'est un truc à avoir toujours en tête, mais même dans son propre boulot. Tu vois, et c'est pour ça que je te posais la question avec ta double casquette. Tu vois, où est-ce que c'est un outil et où est-ce que tu n'es pas remplaçable? Et j'adore l'aplomb avec lequel tu me dis, oh non, moi, franchement, je suis pas du tout peur, quoi. Non, c'est Parce que... vraiment. Non, mais génial, mais je trouve ça, mais vraiment, genre, limite, avec quoi tu viens, c'est quoi ta question? Enfin, bon, parce que du coup, tu sais tellement où sont tes sweet spots et où tu as ton identité et ton unicité, qu'en fait, avant qu'une IA vienne te chercher sur ces points-là, hein, je veux dire, il faut déjà qu'elle se lève tôt, mais on revient à ton cycle du sommeil. T'as vu ça, comment j'ai fait le tour? Oui. Dis donc. Eh ben, écoute, un grand merci. Moi, j'espère que vous avez en tout cas appris un maximum de choses. Je vous conseille, sincèrement, si vous écrivez des discours ou si vous prenez la parole et que vous cherchez vraiment une structure claire par rapport à
quelles sont les étapes? Parce que du coup, il vous a dit oui, mais en fait, il y a 3 grandes étapes, etc. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Honnêtement, j'ai découvert, moi, des tas de choses de combien de temps doit durer chaque. Et alors, quand tu donnes ton brief par rapport à ChatGPT, combien de mots par rapport au corps du message? Enfin, bref, c'est vraiment du travail, pour moi, d'orfèvre, d'artiste, mesuré, où vraiment, on pouvait pas à pas avoir les prompts, savoir où et quand utiliser ChatGPT, à quel moment, en fonction évidemment, à partir du moment où vous êtes posé les questions du message, de votre angle, de qui suis-je pour, gna 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 gna. Voilà, c'est une Bible. Donc, j'espère que ça vous a apporté un maximum, en tout cas que ça a piqué votre curiosité. Ça, déjà, c'est le tout premier objectif. Eric, mille merci pour ce temps passé ensemble. Merci à toi, Émilie, merci de m'avoir reçu. Merci Et, à vous tous d'avoir et si les écouté. gens veulent te retrouver, où est-ce qu'on te retrouve? Oh, c'est compliqué, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. On peut Message. m'écrire, je réponds toujours. Donc, mon adresse email, c'est eric@koanedition.com, Koan, édition au pluriel.com. Mon adresse se trouve de toute façon dans mes livres. Il suffit de la reproduire et je réponds toujours. Voilà, et comme la plupart, à mon avis, s'ils sont intéressés par les discours, honnêtement, c'est un top achat. Donc, vous aurez toutes les informations et vous allez bien rire en plus. Donc, non, mais c'est vrai, je me suis vraiment bien poilée. Donc, écoute, mille merci pour ce temps riche et cet échange. Et je vous dis à très vite. Au revoir.